Ça veut donc dire que cette histoire de forêt de proximité, c'est dans une logique d'entreprise commerciale. Alors que la forêt à proximité des communautés, elle a été utilisée depuis des décennies, voire des siècles, et dans bien des cas, elle est à reconstruire. Alors là, il y a un os, là. Et en plus, l'autre os, c'est de dire, bien, écoutez, nous, là, on envisage qu'il pourrait y avoir, en surplus des 81 municipalités ou municipalités régionales de comté qui ont des conventions sur les territoires publics intramunicipaux, qui, eux, vont se voir octroyer un statut de forêt de proximité, il y aurait de la place pour 10 à 15 projets. Écoutez, je rentre de Gaspésie, là, où on a tenu un colloque là-dessus, et en Gaspésie, seulement qu'en Gaspésie, il y avait des promoteurs de 45 projets. Alors, il y a comme un problème. Et autre problème, en tenant compte des 81 conventions existantes, ça représente à peu près 3,7 % du territoire. Avec les 15 projets, ce que l'État avait en tête en 2011, c'était que 5 % du territoire pourrait être, la gestion sur 5 % du territoire pourrait être déléguée à des communautés. Pas de surprise que ça bloque dans le coude. Hein? Pas de surprise que ça jamme dans les encoignures. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette idée de forêt de proximité, là, partout ailleurs dans le monde, on appelle ça des forêts communautaires. Et les indicateurs de succès, c'est de se dire qu'on crée de la richesse locale, évidemment des emplois, des revenus, mais aussi on génère plus de produits forestiers pour la consommation locale. Et produits forestiers, ce n'est pas juste du bois. Et vous savez de quoi je parle quand on s'inscrit dans la culture autochtone. Et c'est aussi mieux se servir de la forêt pour rendre des services à la communauté. En Suède, la forêt est particulièrement utilisée dans le projet éducatif. Ici, c'est plutôt mince. On est un pays forestier sans culture forestière. On a même, avec la loi des Indiens, essayé de sortir la forêt des Autochtones. Heureusement, ça n'a pas fonctionné. Et je pense qu'on a quelque chose à apprendre. Un projet de forêt communautaire qui fonctionne, un projet de forêt de proximité qui fonctionne, c'est un projet qui, dans sa mise en action, habilite les communautés à manipuler de l'information forestière, habilite les communautés à prendre parti, à participer activement, à détenir de véritables droits aux décisions. Et évidemment, un accès à la gestion de l'assise territoriale et des ressources qui y poussent. Et un projet qui marche, ça améliore l'état des forêts. Bon, évidemment, comme forestier, je vais vous dire, oui, il va y avoir plus de bois. Mais ça peut aussi, il va y avoir de plus beaux paysages, plus de biodiversité. En fait, on peut avoir, la forêt est prodigieusement généreuse quand on décide de travailler avec elle plutôt que contre elle. Ce sont des clés et je pense qu'il faut avoir ça en tête. Maintenant, il faut aussi avoir en tête les pièges qui menacent la gestion autochtone des ressources naturelles. Une très belle étude américaine sur des communautés inuites de l'Alaska et des communautés Tohono O'odham d'Arizona, intuitivement, empiriquement, puisque ça fait 30 ans que je trempe dans la soupière, il me semble que ça colle. Alors, oui, ça serait intéressant d'avoir une forêt de proximité pour chacune des communautés autochtones en forêt. Sauf qu'il faut se rendre compte qu'il y a des gros défis organisationnels pour une gestion sur mesure. Manque de personnel qualifié. Ben oui, mais là, cette gestion-là, elle doit s'inscrire dans un ensemble socio-économique plus vaste et c'est probablement une des explications pourquoi les TABGIR fonctionnent mal, c'est que le style de gestion du temps et le processus décisionnel, ça peut être désorientant.
tant dans une perspective autochtone que dans une perspective non autochtone. Le défi de la mise en œuvre locale des lois et des règlements menace on craint les interférences externes, on craint de perdre notre marge de manœuvre, la flexibilité, on craint, enfin, on se rend compte que c'est difficile aussi de coopérer entre les communautés et, bien sûr, les mêmes objets forestiers ou de ressources naturelles convoquent dans nos têtes, parce qu'on est de cultures différentes, des représentations conflictuelles. Alors, oui, forêt de proximité, c'est extrêmement intéressant, mais il faut être conscient que ce n'est pas tout de le vouloir. Il va y avoir un certain nombre de pièges dont il faudra se méfier. Du côté non autochtone, plusieurs personnes en situation de gestion territoriale et de gestion des ressources forestières se demandent qu'est-ce qu'ils veulent les Autochtones. Et on a une très belle recherche faite avec les Inuits du Labrador. C'est très récent. Et on nous dit, bien, voici ce que nous attendons de la foresterie. Une structure s'articulant autour des dimensions écologiques, culturelles, alors une structure de gestion qui s'articule autour des dimensions écologiques, culturelles, économiques du paysage. Un réseau d'aires protégées, une attention accrue aux valeurs sociales et culturelles, une plus grande emphase accordée au suivi. Vous avez plein de belles idées, vous mettez ça en marche. Avez-vous ce qu'il faut pour apprendre de vos erreurs? Intéressant. Et bien sûr, et ils sont classés dans l'ordre, là, des revenus et des emplois. Donc, oui, de la richesse, mais là, on voit avec cette image-là que c'est bien plus qu'une... C'est de la richesse économique, financière, mais c'est beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Alors ça, c'est, pour moi, très porteur. Mais vous allez me dire, oui, mais c'est les Inuits du Labrador. Bien, encore une fois, avec ma petite expérience, ce que je comprends, c'est que ce qui est attendu chez les Autochtones en foresterie, c'est, oui, on veut récolter du bois, mais on veut aussi que le milieu soit intact. Est-ce qu'il y a moyen de faire une omelette sans casser d'œufs? Bien, du point de vue de la poule, non. Du point de vue du forestier, oui. C'est possible de récolter de la matière première et de développer une industrie tout en respectant l'intégrité des lieux. On appelle ça la foresterie écosystémique. Et ça devient important d'avoir un et l'autre parce que bien sûr qu'on aura des emplois, mais on préservera notre identité. Et avec cette matière première, on pourra développer une industrie forestière autochtone. Alors, oui, il y a quelques scieries qui existent à Obidjouan, il y en avait une à West Winnipeg, et il y a aussi la nouvelle industrie. Oh, ça ne sort pas très bien, c'est dommage. Sur l'écran, ça sort bien, l'écran d'ordinateur. Ici, c'est l'usine de granules. La bioénergie, ça fait partie du nouveau secteur forestier. C'est probablement ce qui va décoller en premier dans les prochaines années. Et on aurait intérêt, et à Mastoyache, on a pris ce virage-là, toujours en partenariat avec des non-autochtones. Il y a aussi un message là-dedans. Mais cependant, ce partenariat ne pourra être viable que si une nouvelle culture d'affaires s'instaure. Notre Conseil sectoriel des produits forestiers du Canada, bon, évidemment, elles sont où les opportunités d'affaires pour les communautés autochtones? Alors, la récolte, le débardage, la biomasse, la bioénergie, l'aménagement forestier, les produits du bois spécialisés pour la construction résidentielle, donc cette idée de pas seulement produire des bouts de bois, mais les assembler pour développer des composantes de maisons, voire des maisons usinées, dans lesquelles on pourra imprimer une culture. Et c'est possible pour
les francophones d'Amérique du Nord d'avoir un style de maison qui a beaucoup de sex-appeal en Nouvelle-Angleterre. Imaginez si on faisait la même chose avec la culture autochtone. On ne soupçonne pas à quel point la culture est porteuse de création de richesse.